Trouver sa vocation passe par plusieurs chemins, parfois sinueux. Ça passe aussi par un degré de spiritualité profond. C'est ce que j'ai compris avec Noémie. Aujourd'hui, elle fait une escale en Belgique. Avant ça, elle a fait l'Angleterre et la France. Mais son plus grand voyage fut la découverte de son potentiel. Lequel ? Découvre-le ici et maintenant. Attention, son parcours risque de te chambouler. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. J'ai envie de commencer avec une question très très simple que je pose à tout le monde, c'est comment va ton cœur ? Ouais. Ah, mon cœur, il va bien. Ouais. Mon cœur, il est apaisé. Ok. Voilà. C'est beau d'entendre ça. Ouais. C'est surtout rare, hein, vu tout ce qui se passe en ce moment, d'entendre quelqu'un dire que son cœur est apaisé. Bravo. Merci. C'est cool. Noémie, on va passer un petit moment ensemble. Et j'aimerais beaucoup apprendre à te connaître. Si tu pouvais commencer par ta jeunesse un petit peu, ton enfance, ça serait intéressant. Eh bien, tout d'abord, je suis issue d'un mariage mixte, donc c'est pas rien. C'est vrai que mes parents sont d'origines différentes. Et j'ai une famille très complexe, comme tout le monde en fait. Je pense qu'au départ, on pense qu'on est seul dans ses problèmes familiaux et d'avoir des familles assez problématiques. Et en fait, avec le temps, on s'aperçoit qu'on a tous des problématiques familiales. La mienne, elle est assez lourde, je dois dire, parce que c'est vrai que mon père est issu du Maroc, du sud du Maroc, de l'Afrique. Et ma mère, elle est franco-allemande, avec une famille très extrême. Et droite, et j'ai une éducation particulièrement délicate parce que très vite mon père est parti et je me suis retrouvée seule avec ma sœur dans cette grande famille qui est quand même assez puissante, assez imposante, avec des carcans, des atavismes et des mots qu'on ne devrait pas entendre enfant. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été rebelle, j'ai toujours eu cette espèce de colère en moi de pas comprendre pourquoi parce que quand on est dans une famille, quand on est petit, on a l'impression que ce qu'on vit dans cette famille, c'est la normalité. Donc on pense que la vie en dehors de la famille, c'est la vie qu'on a au sein de cette famille. On se rend absolument pas compte. C'est quand on grandit qu'on se rend compte de la problématique familiale et quand on en sort, on se dit « waouh !» D'où je viens, quoi. Et moi, ce waouh, je l'ai eu à partir de l'âge de 15 ans, où je me suis aperçue que tout ce que je vivais dans cette famille, ce n'était pas normal. Les propos que j'entendais à table, ce n'était pas normal. Les claques que je me prenais quand je disais ce que je pensais, c'était pas normal. Et c'était pas normal non plus qu'une petite fille issue d'un mélange, d'un métissage, soit éduquée de cette manière-là dans une famille raciste, quoi. Donc ça a été assez violent. Mais malgré tout, la famille, elle s'imprime comme un tatouage. Donc on en garde quand même les séquelles longtemps. Et ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre aussi. Donc j'ai cheminé en voulant m'extraire de cet univers, de cette ville où j'ai grandi, qui est une ville frontalière avec l'Allemagne, donc très, très marquée par la Seconde Guerre mondiale, très marquée par l'histoire de mes grands-parents, etc. Et je me suis dit, allez, on va aller voir un petit peu ailleurs. Et puis moi, j'étais quelqu'un de très positif, très créatif, très attiré par tout ce qui était artistique. Moi, mon père est artiste peintre et j'ai toujours baigné un petit peu dans le monde de l'art, de la musique. Ça a toujours été... j'ai fait de la batterie, j'ai fait de la danse. Depuis toute petite, j'étais attirée par ça. Et en fait, pendant mes études, j'avais un stage à faire et très vite, en fait, j'avais noté tous les endroits où je voulais faire ce stage et je m'étais dit, on peut tout faire dans la vie. Déjà, j'avais cette espèce de conscience que je pouvais tout faire. Je sais pas pourquoi, ça c'est un truc, depuis toujours, j'ai cette conscience que je peux tout réaliser et j'avais mis des trucs de ouf sur cette liste. J'avais mis le musée du Louvre et tout. Et j'avais mis Jean-Paul Gaultier parce qu'à l'époque, il était très en tendance. Il avait créé une Gaultier Couture, il était très dans le vent. Et en fait, en un coup de téléphone, je me suis retrouvée propulsée à Paris dans le monde de la couture et de la mode, quoi. Waouh. Et je sais que t'es resté 15 ans dans le monde de l'art et de la mode. Et justement, donc, déjà c'est impressionnant, là, je suis en train de réaliser, c'est impressionnant, en un coup de fil, tu te retrouves à Paris. Complètement. J'avais fait une liste de au moins 50 trucs que je voulais faire. Et puis alors tout le monde dans ma promo, tu parles à l'université où j'étais, c'était genre des trucs boring à mort, ils voulaient travailler musée municipal, les archives et tout. Et moi je te sors des trucs, vraiment j'étais à fond, à Londres, Paris, New York, j'étais. Et je me suis dit, on prend le téléphone, on voit bien, tu vois, j'y vais, j'y crois, j'y vais. Je me suis pas posé la question. Parce qu'il y avait pas de réseau, il y avait rien là. Et rien. Je prends mon téléphone fixe, je fais le premier numéro, c'était Jean-Paul Gaultier, je tombe sur une nana au téléphone, bonjour Colette Lacoste et tout. Je dis, écoutez, voilà, je cherche un stage.
Elle me dit, bah écoutez, vous êtes là demain parce qu'on a un défilé homme et qu'on recherche de la main d'œuvre, en gros, quoi. Donc j'ai signé pour 6 mois, je suis restée 6 mois de plus et j'ai jamais quitté ce monde, quoi. Mais déjà, en fait, depuis toute petite, j'ai un problème de ce qu'on appelle d'ancrage. Ouais. J'ai un problème d'incarnation. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette foi en moi qu'on est toutes des âmes incarnées dans des corps et qu'il y a certaines personnes qui sont déconnectées de la vie dans laquelle elles sont. C'est-à-dire qu'on est comme spectateurs depuis tout petit de la vie qui nous entoure, des gens, des enfants, des anniversaires, des foules, et on se sent totalement pas à sa place. Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'être spectatrice. C'est-à-dire que je ne faisais partie d'aucun crew, d'aucun clan à l'école, d'aucun style de fille en particulier. Un électron libre. Un électron totalement libre. Et ma passion chez moi, d'ailleurs, c'était de regarder les gens dans la rue. C'est-à-dire que je pouvais passer des journées entières, j'habitais au centre-ville, je me mettais par cette fenêtre et je regardais les gens dans la rue pendant des heures. Parce que ça me passionnait de regarder les autres, mais je ne me sentais pas du tout faisant partie de ce monde. Je me sentais toujours à côté. Même à l'école, je me mettais dans un coin de la classe où je regardais les autres de loin, souvent tout au fond. J'avais une attitude qui passait crème pour faire le minimum qu'on me demandait de faire et que ça passe, parce que j'étais pas mal intelligente, mais je voulais pas trop en faire non plus. Je m'ennuyais ferme. Mais par contre, j'étais observatrice, donc je regardais tout de loin. Et ça veut pas dire que t'avais pas d'amis ou que t'étais solitaire. Pas du tout. Ça veut dire que t'avais beaucoup d'amis, mais que tu passais beaucoup de temps à regarder et observer, c'est ça? Exactement. Même dans les amis que j'avais, ça restait... C'était jamais faire partie d'un groupe, quoi. C'était toujours, tout le monde voulait être avec moi, mais j'étais avec personne. Et dès que quelqu'un voulait avoir ma mise sur moi, pouf, ça marchait pas, quoi. Parce que je me sentais pas... Tu sais, dès que tu fais partie d'un clan, qu'est-ce qui va se passer? On va dire du mal de quelqu'un d'autre, Et moi, j'arrivais pas. Ouais. Donc, je passais pour la fille qui disait du mal de personne, mais j'arrivais pas. Donc, je pouvais aller même avec les nerfs de ma classe, les filles avec les pustules, les grosses lunettes, j'étais très bien, tu vois. Mais du coup, les autres copines comprenaient. Moi, j'ai toujours été comme ça. Toujours. Et je faisais toujours des trucs que les autres faisaient pas, tu vois, je faisais du théâtre, à 8 ans j'ai commencé le théâtre, après j'ai fait des stages d'impro, mais vraiment je faisais des choses qu'à mon âge, c'est rare de voir des enfants qui font du théâtre et des matchs d'impro, surtout venant de la famille de laquelle je venais, avec l'éducation que j'avais reçue. Ouais. Et justement, cette curiosité-là, elle est, je suppose que c'est quelque chose de naturel quand même, et comment t'as su justement l'exploiter, parce que mine de rien, je sais pas quel âge t'avais à ce moment-là, c'était au lycée, c'est ça, ou même avant, quand t'as commencé à faire du théâtre et tout par curiosité? C'était avant, moi j'ai commencé la danse à 6 ans, après j'ai fait le théâtre à 8 ans, je suis au conservatoire. Donc il y a ton père qui t'a aidé aussi à ça, par rapport à... Ouais, mon père est artiste, donc déjà je ressentais, et puis c'était un artiste engagé, aussi un peu électron libre, beaucoup même. Donc je m'inspirais pas mal de ça, et puis c'est surtout que quand t'as de la colère en toi par rapport à ta structure familiale, tu recherches de l'oxygène, quoi. Tu cherches à sortir, enfin moi, les dîners de famille, les repas de famille, pour te donner un cadre, je viens d'une famille quand même catho, t'es là à table, petit col rond, machin, Noël, les chants de Noël, tu joues du piano... moi, ma mère, elle m'emmenait en vacances en Autriche, tu vois, pour les sports d'hiver, elle m'habillait en petite tyrolienne, quoi. Avec ma frimousse de marocaine, avec mes cheveux tout bouclés, noirs, foncés, et les gens comprenaient pas, tu vois. Pour te dire, elle m'a même emmené une fois un solstice, tu sais, les gens qui sont d'extrême droite ont fait des fêtes païennes entre eux, et elle m'a emmené une fois à une fête d'extrême droite avec des gens vraiment d'extrême droite pour les feux de la Saint-Jean, et je ressentais tous ces regards-là sur moi, quoi. Et ma mère avait pris des cousins allemands avec nous, histoire de dire non mais vous inquiétez pas. Ma mère ne voyait pas, ma mère ne m'a jamais vue métissée. Elle me voyait, elle était dans le déni en fait, comme beaucoup de parents de métis d'ailleurs. On n'imagine pas à quel point les gens pensent que ouais mais ta mère elle s'est mise avec un Africain machin et tout, elle doit être forcément ouverte d'esprit. Pas du tout. Ça, c'est une vraie problématique, toi, qui étudie le racisme. Si t'as un Français ou une Française qui a un enfant avec un étranger, souvent, et puis après, par la force des choses, il divorce, il sépare, etc., la personne qui a des enfants métis ne va pas les voir métissés. Ça, j'ai déjà remarqué ça plein de fois. J'ai vraiment un ami, il est noir, sa mère est française, elle me dit, et quand on parle de lui, elle me dit, non, il est français, il est blanc. Il l'accepte pas, en fait. C'est un déni, c'est pire que pas accepter, c'est un déni total. Elle ne voit pas la différence. Déjà, on a du mal quand on voit nos enfants à voir les différences par rapport à d'autres enfants, mais c'est vrai que quand on est issu d'un métissage et qu'on se sent déjà pas intégré en France alors qu'on est français, on est français à moitié quand même, on est français, et là, t'as le regard de ta propre mère qui te dit mais non, alors qu'en plus je lui parlais du racisme, ma mère me disait mais non mais Noémie c'est dans tes rêves, le racisme ça n'existe plus, tu t'es complètement parano, mais vraiment ma mère m'a élevée comme ça. Et c'est impressionnant parce que je me dis, moi je travaille beaucoup avec des jeunes et puis j'ai aussi travaillé avec des enfants et tout.
Et, et en tant qu'être humain, ce qui est tout à fait normal, tu peux rapidement quand tu subis une expérience comme ça, tu peux rapidement te renfermer vers toi-même ou ou avoir un espèce de choc émotionnel et puis tu vois te brider et avoir un avenir assez noir. Je pense que si j'avais été un garçon, j'aurais fait de la prison, j'en suis persuadée. Ah ouais? Ah, j'avais une telle colère en moi. Ah oui, j'aurais été un garçon, j'aurais été violent. Bah déjà, j'avais des crises de colère, etc. Donc c'est pour ça que je faisais du théâtre, parce que ma mère me disait que j'étais hystérique, parce que je cassais des trucs, quoi. J'avais une colère en moi dont je ne comprenais pas l'origine, parce que moi, je pensais que ma famille était normale. Mais c'est que très tôt, je ressentais l'injustice. L'injustice totale, quoi. Ça va très très loin. Enfin, quand tu vois des gens qui ont du personnel dans ta famille, du personnel noir, tu vois, comme dans les films, quoi. Vraiment, depuis le début du siècle jusqu'à 1979, 1980, 83. Enfin, c'est violent quand même, hein. Wow. Tu vois, et toi, t'es là, t'es élevé là-dedans, et tu dois considérer ça comme normal. J'avais une colère en moi, j'étais en ébullition totalement, et je n'attendais qu'une chose, c'était sortir ça en moi. Et comme j'étais une fille, j'essayais de trouver des sas, donc les activités que je faisais, même la batterie, hein, j'étais une dingue. Quand j'ai fait de la batterie, j'ai foncé les batteries, quoi. Ah ouais? Je faisais pas du jazz, hein, j'étais avec des métalleux, donc truc de dingue, tu vois. Mais j'avais besoin, j'avais besoin d'exprimer quelque part. Donc, ça n'a pas été le dessin, ça n'a pas été l'art, à mon grand regret, parce que je pense que j'aurais pu être une artiste, mais ça a été trouver des échappatoires comme ça, de sortir cette colère. Et ouais, j'aurais été un garçon, j'aurais été violent, et j'aurais eu un avenir très sombre. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc là, t'arrives en stage, tout se passe bien, on te prolonge de 6 mois, c'est ça que t'as dit? Ouais. Donc c'est quoi, ça reste un CDD, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un stage CDD. Et ce que j'aimais chez Gauthier, c'était justement la pluriculturalité. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette marque. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un petit peu chez Paul Gauthier. Ce qui me faisait rêver déjà moi depuis toujours, parce que j'aimais beaucoup la mode. Donc déjà depuis toute petite, j'étais inspirée avec ma grand-mère qui collectionnait les carrés Hermès, qui avait des rouges à lèvres, des vernis. Enfin, moi, j'ai toujours été attirée par l'esthétisme féminin. Et j'avais vraiment cette passion du vêtement depuis toute petite. Je me déguisais, j'avais toujours envie de ça. Et Gauthier, ce que j'aimais bien, c'est c'était de la mode, mais il se prenait pas au sérieux. C'était très théâtral, très festif, très joyeux, très musical. Tu vois, la mode des années 80 de Jean-Paul Gaultier, c'est tout un monde, quoi. C'est Madonna, c'est un ponte dans la mode, parce qu'il a vraiment, il a mis de la joie, quoi. Alors que maintenant, quand tu regardes les marques de mode, c'est très très sérieux. Lui, non, c'était très festif, et c'était un des premiers à mettre autant en avant les origines différentes, il a fait des défilés sur tous les thèmes du monde, en passant par les Esquimaux et tout ce que tu veux, tu vois, avec des mecs avec des tatous. Et il allait à fond dans son délire, avec une touche très française, avec un nom très français, avec une marque très française basée sur Béret, la marinière. Mais voilà, il mettait des blagues, des beurres. C'est le premier à avoir mis des maghrébines dans ses défilés. Hein. Saint-Laurent avait déjà commencé, mais Jean-Paul Gaultier, c'est l'un des premiers à avoir mis vraiment des personnes, des freaks, quoi, des personnes de toutes les origines, de tous les styles, des gros, des mecs sur ses shows. C'est ça que j'ai aimé chez lui. C'est pour ça que j'ai choisi Gaultier, et j'ai pas été déçue. Hein. Je me suis éclatée. Et en termes d'expérience, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu comme anecdote, quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a donné envie ou même eux qui l'auront donné envie de prolonger? Je pense que très vite, ils ont vu que j'étais très curieuse, que j'étais très à l'aise. Et puis, j'étais toujours cette petite fille bien élevée, bien éduquée, qui fait les choses à fond, parce que j'ai toujours trop fait. Donc, moi, je savais pas les limites. Et pour me faire aimer, que ça soit de ma mère, des profs ou quoi, j'ai toujours plus fait. Toujours. Je suis toujours celle qui en fait plus que les autres, quoi. Qui me sacrifie, qui travaille dur. Je suis jamais celle qui triche, qui dissimule. Je suis celle qui est très claire, très propre, qui fait les choses parfaitement, et ça me porte toujours préjudice. Mais au début, je comprenais pas pourquoi, mais bon. Et du coup, c'est bien passé chez Gauthier, et ils m'ont prolongée à la com. Donc c'était intéressant parce que j'accompagnais Jean-Paul Gaultier sur les shootings photos avec Jean-Baptiste Mondino. Enfin, je travaillais vraiment sur les défilés, les castings, etc. Et puis voilà. Et puis très vite, ça c'est l'histoire de ma vie. J'ai rencontré une injustice dans le service presse où je travaillais. Et en fait, il y a eu un changement d'attaché presse. On s'est retrouvé avec un attaché presse qui était un homosexuel misogyne. Et en fait, très vite, il a dit non mais moi je ne veux pas de filles ici, je ne veux que des garçons.
Et ça a été très violent parce qu'en fait, il s'en est pris physiquement à une fille qui travaillait avec nous. Il y a eu du harcèlement moral sur les filles avec qui je travaillais, où il était juste odieux, quoi. Dès que la porte se fermait du service presse, il les traitait de tous les noms. Mais j'ai jamais vu ça. Mais digne de... Quand on regarde Le diable s'habille en Prada, je dis toujours c'est l'histoire de ma vie, quoi. Quand on dit que c'est une caricature, non, c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. J'ai vu des choses dans la mode incroyables. Seulement, Jean-Paul Gaultier, j'étais super jeune, donc je comprenais pas cette injustice. Moi, comme tous les enfants HPE, je t'expliquerai ça après, mais on est tous sensibles à l'injustice depuis tout petit. Alors moi, encore plus de par mon éducation et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai tout de suite signalé ça, même si j'avais que 19 ans. J'ai été voir le DRH, j'ai dit ce que je voyais. En plus, la fille, elle a perdu peut-être 10 kilos en 6 mois. Elle a attaqué au prud'homme après, etc. C'était loin, cette histoire. Mais moi, j'étais hyper mal. Et je me suis dit, non, mais si c'est ça la mode, moi, je veux pas rester dans ces conditions-là. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé ? De toute façon, le karma. Partout où j'ai bossé, toutes les injustices que j'ai vues, à chaque fois, ça s'est retourné contre les personnes avec qui j'ai bossé. Et ce gars, 2 ans plus tard, il s'est fait virer par Jean-Paul Gaultier himself, quoi. Mais pour te dire à quel point, à chaque fois que je voyais des injustices, j'étais révoltée, quoi. Il y avait toujours ce côté de la moi qui me disait non, je peux pas. Donc j'ai fini chez Gaultier en me disant, c'est une anecdote, parce que je pensais que c'était anecdotique. Et en fait, en recommençant dans d'autres maisons, j'ai revu des choses encore 100 fois pires. J'ai vu des injustices encore 100 fois pires que c'est ça. C'était rien, en fait. C'était juste le sommet de l'iceberg. Ouais, c'était l'échauffement, quoi. Ah, mais même pas. C'était même pas l'échauffement. Après, j'ai vu des trucs de fou, quoi, dans le monde du luxe. Et pourtant, t'as quand même tenu 15 ans dans ce monde-là. Bah ouais, parce que, encore une fois, tu vois, tu veux faire les choses bien, tu veux faire les choses à fond, tu cherches la validation. T'es toujours en quête de la validation des gens. Donc, tu recherches l'amour et la reconnaissance de tes pairs, de par l'énergie que tu vas mettre dans ton travail. Parce que comme t'as pas retrouvé cette reconnaissance-là, enfin moi, ma mère, j'avais beau tout faire, il y avait rien à faire. Elle me disait pas je t'aime, elle me disait pas je suis fière de toi. Donc la seule façon d'avoir ça d'elle, c'était d'avoir les meilleures notes à l'école, c'était la meilleure façon que j'avais. Et du coup, c'est ancré en toi. Donc même si t'as envie de te sortir de ton éducation, ça reste profondément tatoué et tu te sens toujours dans tout ce que tu fais, professionnellement, d'aller jusqu'au bout, d'aller à fond. Et puis le fait de travailler dans le luxe, mine de rien, quand je retournais dans ma famille, pour les fêtes, etc., il y avait une reconnaissance. Donc tous ces gens qui m'avaient toujours vu comme le vilain canard noir de la famille, tu vois, le mouton noir, tout à coup, quand j'ai dit que je travaillais pour Dior, pour Gaultier, pour Saint-Laurent, et j'en passe, Noémie, et tout, raconte-nous comment c'est, et on passait du temps avec moi, et on venait me voir à Paris dans les boutiques où je travaillais, et ces gens qui n'avaient jamais eu aucun intérêt pour moi, finalement, venaient me voir. Et mine de rien, c'est horrible, c'est le syndrome de Stockholm, même ces gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont traité comme moins que rien. Ouais. Quand il y a un peu de reconnaissance, tu t'y attaches, parce que tu dis, si ça permet cette reconnaissance, je vais y rester. Et puis voilà, il y a ça, il y a tout, il y a le cadre relationnel où tu as des amis plus facilement, où les gens s'intéressent à toi, ou quand tu dis que tu es cadre dans une maison de luxe, c'est plus facile avec ta banque, c'est plus facile avec ton propriétaire. Donc je me dis, finalement, c'est pas mal, tu vois. Donc même si j'y voyais le pire, ça me permettait de payer mon loyer et d'avoir une certaine reconnaissance. Il y a ce confort-là qui joue pour beaucoup de monde aussi, tu vois, le fait de se dire... parce que moi, je connais beaucoup de gens qui aimeraient faire tel ou tel projet, mais parce qu'ils sont dans un confort financier, ils se disent ça m'embête, puis je vais être dans le risque et tout. Et quand bien même c'est pas eux, c'est leurs proches aussi. Exactement. Tu vois. Donc moi j'ai connu ça, et la petite astuce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de parler aux gens, j'ai commencé à faire. Et une fois que je commençais à avoir quelque chose de concret, là j'en parlais. Et pas avant, tu vois. Comme ça, moi, en termes de... pas de pression, mais je dirais c'est de l'énergie négative tu vois, inutile. Du coup, tout ça va sur le côté, et puis tout doucement, je fais ce que j'ai à faire, je suis plus serein, je suis plus aligné avec ce que j'ai envie de faire, je suis plus en accord. Et je pense, et ça, c'est une pour force moi, que peu de gens, ce que tu fais là, c'est quelque chose que tu as acquis avec le temps, mais je t'assure que cette capacité-là, il y a très très peu de gens qui ont ça. Mais je vous invite clairement à essayer ça, parce que ça va vous rassurer, et puis même au fil du temps, même la famille, tu vois, après quand tu vas commencer un nouveau projet, tu pourras leur dire dès le début, c'est pas grave, parce que ils savent comment ça marche maintenant avec toi, et ça peut même changer des choses, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Donc ça fait vraiment plaisir. Après, faut y croire. Tu vois, j'ai vraiment étudié la neuroscience en long, en large, en travers. J'ai trouvé des réponses je me suis dit, mais comment les gens continuent à vivre dans le brouillard et à se plaindre alors qu'en fait, quand tu connais le mécanisme du subconscient, c'est fort ce qu'on peut faire avec un mental. C'est très très fort. D'ailleurs, je l'ai expérimenté pour moi, et j'ai vu que ça marchait. Et comment ?
les théories, c'est bien beau, tu vois, parce qu'à un moment donné, moi, sur mon parcours, pour faire court, hein, comme tu dis, j'ai fait 15 ans dans le monde de la mode et du luxe, en essayant à chaque fois de garder ma charge traumatique, et ça va aller, tu vois. Alors moi, j'étais la reine je suis sous contrôle, tout va bien. Tout va bien. Je disais à tout le monde, tout va bien, je vais bien, j'étais très positive. Avec ça, je me traînais le père de mes filles avec qui ça allait plus, le travail, ça n'allait plus, je ramais, à chaque fois, je me retrouvais dans des boîtes, dans le luxe, avec des problématiques, des injustices, des souffrances, et moi, j'étais toujours celle la rebelle, tu vois, qui dénonçait, ou qui disait qu'il y avait un truc qui allait pas, ou qui prenait la défense de mes vendeurs, que je voulais pas virer quand on me demandait de les virer. Enfin, je me suis retrouvée dans des situations à chaque fois, mais en faisant le juste. C'est ça le pire, c'est que tu fais le juste, et non, tu te fais ça incroyable. Donc je me dis, en fait, je suis quelqu'un de bon, je veux faire le bien, et ben non, je me fais coincer. Ouais, parce que ce milieu dans lequel tu travailles, ma fille, c'est pas le milieu du bien, quoi. Mais c'est tout le contraire, hein, c'est le diable. Le diable s'habille en Prada, c'est ça, c'est le diable. Donc tu vis et tu respires pour un monde qui est vraiment, qui en a rien à foutre de toi. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un burn-out, quoi. J'ai fait un burn-out où à un moment donné, j'ai dépassé... Il y a eu la mort de mon père, le premier déclic. Et après, burn-out dans une des dernières maisons où j'ai travaillé, où j'ai été victime de racisme, moi et mon équipe, et de toutes les accusations possibles, imaginables. Et là, ça a été la chute, quoi. La chute, parce que je me suis dit, non mais attends, réveille-toi, Noémie, quoi. Réveille-toi. Enfin, casse-toi de là, quoi. Casse-toi là, t'as plus rien à faire. T'as plus rien à faire là. Là, ça a été trop loin, parce qu'en plus de ça, j'avais cartonné là où je travaillais, j'avais fait un chiffre considérable, j'avais développé des outils de com de malades qui ont été repris après dans la boîte où j'ai travaillé. Enfin, ma boutique était citée dans le journal du textile parce qu'on avait fait une croissance du chiffre d'affaires phénoménale, mais tout allait bien. Mais je faisais la discrimination positive, j'avais des vendeurs qui venaient de banlieue dans une marque de luxe française de renom, parce que on me disait ta boutique c'est Black Blamber, parce que j'avais des clients africains qui venaient, qui dépensaient des sommes chez moi et qui splittaient leur carte de crédit, ça posait problème. Donc en fait on m'a attaqué sur des trucs très très bêtes. Et je me suis dit, moi, Noémie, qui est grandie déjà dans une famille, non là c'est pas possible. C'est comme si la coupe était pleine, le schéma familial je le reproduisais, j'ai reproduisé des schémas, et à un moment donné je sors du navire, et là je sombre. Et je sombre dans ce que j'appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire je pense faire un burn-out que je n'arrive pas à m'expliquer. Et en fait, ça va durer des mois où je sombre dans un état léthargique où je ramène mes enfants à l'école, je reviens chez moi et je m'enferme chez moi et je passe des heures et des heures à essayer de trouver qu'est-ce qui va pas dans ma vie. Parce qu'au fond de moi, je sais que j'ai la réponse, mais j'arrive pas à la trouver. Et ça revient, comme je t'ai expliqué, en étudiant la neuroscience, la physique quantique. Enfin, j'ai passé des heures à écouter les fondateurs du mouvement spirit, les gens qui font des expériences de mort imminente. J'ai tout élaboré. J'ai évité d'aller trop dans la spiritualité, les religions, parce que je me disais non, moi je veux des réponses quand même très pragmatiques et scientifiques. Ma mère est médecin, j'ai une éducation pragmatique où c'est concret. J'avais besoin du tangible. Donc j'étais toujours à cheval, entre croire qu'il y a un monde irrationnel qui existe, tu vois, l'intangible, et en même temps, comme dit Nassim Haramein, tu vois, ce neuroscientifique là de renom, qui explique en fait que, en gros, la vie c'est quoi? C'est 99% de vide dont on ne sait rien, et nous on vit sur le 1% en pensant que ce 1% c'est 100% de la réalité. Donc on pense qu'une chaise, une table, nous, c'est tout, alors qu'en fait on est que même pas 1% de toutes ces énergies qu'il y a autour de nous qu'on ne voit pas, et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Donc c'était la découverte d'aller vers ces 99%, et c'est de comprendre tout ça, et du coup c'est devenu vraiment une nourriture qui me tenait en vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de mourir. Heureusement que j'avais mes enfants, parce que j'avais plus de raison de vivre. Et j'arrivais pas, tu sais, quand tu me dis oui, quand t'as envie de faire les choses, moi, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas qui j'étais, et je savais pas ce que je voulais faire. Et il y a plein de gens que j'accompagne comme ça. Ils me disent, je vais pas bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas qui je suis. Il y a un plafond de verre. Tu veux essayer, t'as envie de faire quelque chose de nouveau, mais tu sais pas quoi. Tu sais pas. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu veux devenir. Donc t'as beau te raccrocher à des exemples de réussite autour de toi et te dire je veux être comme lui, mais si c'est pas toi, tu peux pas être cet artiste si tu sais pas chanter. Donc moi je savais pas qui j'étais, parce que toute ma vie j'ai vraiment porté des masques et je ne savais pas qui j'étais. Donc je me suis dit ok, on va arrêter de savoir qui je veux être, on va essayer plutôt de savoir qui je ne veux plus être. Donc on va éliminer tout ce qui va pas dans ma vie. Ça a commencé, le pauvre, avec le père de mes enfants, et puis après le travail, et en fait ça n'a pas arrêté, et je me suis épluchée comme un oignon comme ça. Et puis vraiment, à force d'écouter toutes ces émissions, de lire ces livres que j'ai lus, etc., d'aller rechercher cette vérité dans le monde de l'intangible, d'aller éplucher toutes les religions, toutes les civilisations, enfin j'ai vraiment tout fait.
Enfin, j'ai vraiment été très très loin dans mes connaissances. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai l'impression d'avoir saisi une vérité quelque part. Vraiment, je l'ai saisie, je la touche du doigt. J'avais lu, je me souviens, le livre The Secret. J'avais une vendeuse chez Jimmy Choo qui m'a ouvert un livre, The Secret. C'est un navet. Enfin, quand tu vois ça de premier abord, tu sais quoi ce navet Walt Disney où tu peux réaliser. Et je le lis et je trouve du sens. Je dis, même si la mise en page de ce bouquin, elle est rocambolesque et à l'américaine, etc., de penser qu'on peut tout faire dans sa vie, la pensée, tu vois, co-créatrice, je me suis vraiment penchée sur ce sujet, j'ai analysé chacun des intervenants de ce bouquin, j'ai passé des heures et je me suis dit, mais c'est sûr, parce que si je dois avoir ma vie, tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu. Tu vois, Jean-Paul Gaultier, ça a commencé comme ça, mais toute ma vie, c'est comme ça. Je veux dire, le père de mes filles, c'est un mec que j'ai rencontré, j'avais 15 ans, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, j'ai rencontré le père de mes enfants. Personne ne me croyait. Tu vois, 10 ans plus tard, j'avais des enfants avec lui, quoi. Et pourtant, ça a été long pour l'avoir, pour lui mettre la main dessus. Mais vraiment, tout ce que j'ai voulu dans la vie, je l'ai eu. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à avoir ce que je voulais ? Il y a bien quelque chose, il y a bien un mécanisme qui s'est mis à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que ? Et je me suis dit, ok, on va expérimenter ça, mais on va faire un travail d'investigation sur soi-même. C'est-à-dire que je vais moi voir jusqu'où je peux aller dans ma matière. Et avec toutes ces connaissances, je suis passée à l'action. J'ai commencé la méditation, parce que j'avais regardé Joe Dispenza, je sais pas si tu connais, qui est génial aussi. Ouais, tu m'en as parlé un petit peu. Alors si j'ai vraiment des exemples à citer qui m'ont vraiment influencé, qui m'ont appris, c'est Greg Braden, Joe Dispenza, Nassim Haramein, voilà, le pouvoir de l'instant présent, le philosophe Eckhart Tolle, qui est génial. Ça, c'est vraiment des exemples concrets qui m'ont vraiment donné envie de mettre en exercice que j'avais compris de ce qu'il me disait et de ce qui résonnait en moi. Et là, je me suis dit, ok, donc la méditation, ça fait 5 ans que j'en entends parler de tous les côtés, Christophe André, tous ces gens-là, mais ça me parlait pas, je trouvais ça, faire le vide en moi, ça rime à quoi ? Enfin, je comprenais vraiment, ça marchait pas, je comprenais ni les tenants ni les aboutissants, je trouvais ça stupide. Bon, j'ai dit, c'est quoi, si ça marche, parce que visiblement ça marche, je vais le faire. Mais je vais le faire, comme on dit qu'il faut 21 jours pour assimiler quoi que ce soit dans la vie. Je vais faire 21 jours. Parce que les 21 jours, là, c'est symbolique. C'est vraiment, il faut 21 jours pour tout dans la vie. Pour ce temps d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où tu comprends les choses, un moment où tu les conscientises, un moment où tu les intègres, c'est-à-dire que tu les digères dans ta matière, dans ton corps, dans ton âme, et un moment où tu passes à l'action. Et ces étapes-là, elles sont bien importantes. Et moi, c'est comme si toute ma vie, j'avais compris. Quand j'ai passé cette espèce de burn-out, là, de nuit noire de l'âme, j'ai conscientisé, comme si on m'avait ôté le voile de l'oubli, tu vois, tout prenait du sens. Et là, je passais à la phase d'intégration, c'est-à-dire faire descendre toutes ces connaissances dans mon corps, dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai fait de la méditation, et j'ai remarqué les premiers changements, en effet, au bout d'un mois. Ça a été assez hallucinant, c'est-à-dire que j'étais dehors, il faisait super froid, je ne ressentais plus froid. J'avais une respiration posée, alors que toute ma vie, sans m'en apercevoir, j'avais une respiration bloquée. C'est-à-dire que tout à coup, je dis, putain, je respire, mais j'ai pas fumé de pète, je suis pas allée au hammam, je sors pas du sauna, j'ai pas fait 1 heure de massage. Pourquoi je respire comme ça, tu vois ? Et vraiment, un truc qui s'est débloqué. Et j'ai expérimenté ça à fond, j'ai regardé ce que ça procurait à mon corps, à mon âme, vraiment à tout mon être. J'ai pris des notes, mais vraiment, j'ai fait un travail d'investigation de moi-même. Et après, j'ai dit, ok, maintenant, on va regarder ce que ça fait avec le sport. Parce que j'avais entendu parler du sport. Et ça aussi, ça m'interpellait, le sport. Le sport. Quand j'entendais tous ces gens qui réussissent dans le sport, par quoi ils avaient commencé, tu vois. Ouais. Et ça aussi, j'en ai bouffé, des Jean-Claude Van Damme et j'en passe, tous ces gens qui, tu vois, qui ont commencé avec leurs grands écarts et tout, à Bruxelles d'ailleurs, tu vois. Mais il y en a plein, il y en a plein qui ont commencé par le sport et qui ont déplacé des montagnes, quoi. Et je me dis, comment ces gens-là, Bruce Lee, tout ça, comment ils peuvent être aussi philosophes et te donner des réponses aussi simples et concises sur la façon dont ils ont réussi à apprendre des enseignements ancestraux, parce que quand tu vois même les arts martiaux, etc., c'est connu depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi ça. Et j'ai dit, on va essayer. On va voir si ce que je pratique avec la méditation qui m'apporte quelque chose par rapport à mon mental, ça va le faire sur la matière. Et là, j'ai commencé le crossfit avec des légionnaires, avec des mecs qui allaient, travailler dans des cartels de drogue en Amérique du Sud, et puis la semaine d'après, t'es avec eux, puis ils t'entraînent, tu vois. Donc déjà, moi, qui étais très dans le jugement, la critique de tout et de tout le monde, j'avais des préjugés comme tout le monde. Et là, je me mets avec des militaires, moi qui avais un point de vue sur l'armée, etc., les gens qui se battaient, etc. Finalement, ces gens m'ont énormément aidé, parce que tu vois, la petite voix que t'as besoin d'entendre à ce moment-là, c'était eux qui l'avaient. Tu vas y arriver, tu peux y arriver, Noémie, tu vas le faire. Et je me suis retrouvée, moi, 50 kilos tout mouillé, à soulever de la fonte, faire des trucs de dingue. Et les gens avec qui je faisais ça me disaient, mais Noémie, c'est quoi ton secret ?
Elle te vient d'où cette détermination? Je finissais des parcours de crossfit par moins 5 degrés dans le bois de Vincennes que les autres ils me couraient derrière pour me rattraper. Et j'ai commencé la boxe aussi. Et c'est de part, si tu veux, les gens à l'extérieur de moi que je me suis rendu compte que j'avais mis le doigt sur quelque chose. La volonté, la détermination et comment j'arrivais à dépasser mes limites avec mon corps dans le sport. Là, j'ai compris qu'en fait, j'avais mis le doigt sur quelque chose. Et quand t'as les mains qui saignent parce que t'es monté à une corde ou que t'as fait des tractions sur des barres et tout, je peux te dire qu'après, retourner dans ton quotidien et payer tes factures et monter ta société, c'est un jeu d'enfant à côté. Ouais. C'est intéressant parce que je me dis que voilà, tu pars d'assez loin quand même dans le sport et tes premières séances avec des légionnaires, des mecs qui sont vraiment archi expérimentés. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes, parce que j'aime bien faire des comparaisons, tu vois. Mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui, pour la première fois, font une séance avec eux. Je sais pas, au bout de 10 minutes, sont crevés, ou ils reviennent pas à la deuxième séance. C'est dans la tête. Et justement, est-ce que la méditation a joué sur ça? Ah ouais, carrément. Ouais. Complètement. Alors, encore une fois, j'étais devenue un observateur de moi-même. C'est ça, en fait, qui est intéressant quand tu as un parcours d'éveil. C'est que tu te réveilles à toi-même et tu te révèles à toi-même. Et tu arrives à sortir de ton corps. C'est comme si tu dézoomais. Moi, Noémie, comment je passe ma journée? Comment je commence? Où ça merde quelque part dans ma vie? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Et là, je me suis aperçue déjà que dès que tu poses un pied par terre, 75% des pensées négatives que tu as quand tu poses un pied par terre en te levant le matin, c'est les pensées négatives que tu avais la veille. C'est-à-dire que tous les jours, tu te lèves avec un sac à dos de pensées négatives que tu traînes de la veille, de l'avant-veille, de toute ta vie. Mais en fait, si tu décides de pas les penser, elles t'atteindront pas, ces pensées. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de traîner ce sac à dos. Mais au fond de toi, tu sais que le temps n'existe pas, que hier n'existe plus. Ouais. Et que chaque jour, c'est une nouvelle page blanche. Tu sais, il y en a, il faut... Tu sais, il y en a qui n'assimilent pas la notion du temps, mais on sait qu'hier n'existe plus. En fait, hier, c'est irrécupérable, c'est mort. On peut pas faire de retour dans le passé. Donc, tu sais que hier, c'est fini. Donc, quand tu commences ta journée, tu peux écrire un nouveau livre. T'es pas obligé de commencer avec le roman de ta vie. Tu peux décider d'arracher toutes les pages et dire non, reset, maintenant je recommence tout à zéro et je me recrée un personnage et je me réinvente une nouvelle vie. Ouais. Tout le monde a le pouvoir de faire ça. Tout le monde. Mais rares sont les personnes qui en sont conscientes. Mais encore, je te dis, c'est pour ça que le déclic, il arrive forcément à un moment donné de ta vie. Si t'as pas ce déclic, c'est pour ça que les personnes que j'accompagne, je dis à l'unanimité, elles ont tout un déclic, quoi. Ouais. C'est fou quand même le fait de se dire, il faut avoir le dos au mur. Ouais, exactement. Pour se dévoiler, tu vois. Ouais. C'est fou quand même. Et il y a des personnes qu'on va secouer. Hein. Il y a des personnes, elles ont vécu tous les traumas du monde, mais ça ne suffit pas. Elles sont encore endormies. Ouais. Et elles pensent encore que c'est la fatalité et que c'est la vie. C'est Matrix, quoi. C'est Matrix. Alors que la vie, on leur a coupé des bras, des jambes, on leur a fait faire la guerre. Ben non, ils pensent toujours que la vie, c'est juste je nais, je vis, je meurs, je mange, je bois, je m'en vais. Non, c'est bien plus fort que ça, quoi. C'est fou, quand même. T'as dit beaucoup de choses. C'est bien. Ouais. Et je finis juste avec la méditation. Excuse-moi, vas-y. Parce que quand tu fais un sport et que tu fais de la méditation, tu reprogrammes ton disque dur interne en faisant la méditation, en faisant un reset sur tes pensées négatives. Donc tu choisis ce que tu vas mettre dans ta tête dès que tu poses un pied le matin. Vraiment, c'est ça. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les religions avec la prière. Hein. Et en faisant ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu te crées ta journée, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas mettre dans ta tête en mode bêta, c'est-à-dire l'état d'être que tu es entre le mode alpha, donc tu es profondément dans le sommeil et tu commences à émerger, et le moment où tu vas poser un pied par terre... C'est des ondes cérébrales alpha et bêta. Exactement. Quand tu es dans cet état-là, le matin, entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu poses un pied, tu es un état hypnotique où ce que tu vas penser va déterminer le cours de ta journée. Donc si tu dis je suis ci, je suis ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et que tu le dis tous les matins à ce moment-là, mais tu fais expérience, 21 jours, et tu verras que tes journées n'auront plus la même saveur. Et c'est pour ça qu'il est fortement déconseillé de checker son téléphone, d'aller sur les applications au réveil. Complètement. Ouais. Mais même la télé, moi ça a commencé, il y a eu l'attentat à l'hypercachère à Vincennes, il y a quelques années, moi j'ai vraiment vécu ça de plein fouet, j'étais avec mes enfants dans la rue, quand il y a eu l'assaut final, je me suis fait pipi dessus, c'était l'enfer. Et je suis rentrée chez moi et je me suis barricadée parce que je savais pas ce qui se passait, je pensais que les mecs étaient dans la rue avec leur kalachnikov et tout. Et en fait, j'ai ouvert BFM TV. Et j'étais en choc post-traumatique, clairement. J'ai vraiment eu un choc traumatique ce jour-là. Et j'ai passé peut-être 12 heures de manière compulsive, hypnotisée devant BFM TV. Scotché.
Vraiment scotché. Et quand je me suis réveillée de cet état de léthargie, je me suis dit, ok, next, on jette cette télé. Ouais. Là, j'ai dit, on jette ça. Si le pire peut arriver à 200 mètres de chez moi, ah ben maintenant c'est fini quoi, je suis en sécurité nulle part. Donc faut arrêter de penser que parce qu'on est ici tout se passe bien, parce qu'on est en France tout se passe bien, on n'est pas dans des pays. Non, tu peux traverser la rue, tu peux traverser ta rue, il se passe un truc, tu sais pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Et vraiment, ces chaînes-là, ça te plonge dans des états de stress permanents. Donc le jour où j'ai jeté ma télé, déjà, j'ai fait un gros ménage, parce que les gens qui écoutent la télé, qui regardent les informations, ils se rendent pas compte à quel point ils sont totalement matriciés, lobotomisés dans des peurs inconscientes qui les pourchasseront durant toute la journée. Donc ça commence au saut-saut-du quand tu checkes ton Insta, quoi. Et voilà. Donc, t'as fait de la méditation, t'as enchaîné avec le sport. Où est-ce que ça t'a mené tout ça aujourd'hui ? Alors ça m'a mené que quand je faisais le sport et que je soulevais ma fonte et que je me mettais en état de vacuité interne, c'est-à-dire que j'arrivais à me remettre en état de méditation. Et ben pendant le sport. Pendant le sport, c'est-à-dire que au moment où tu sais qu'il faut que tu fasses, je sais pas, 15 tractions et tu dans ta tête tu dis j'y arriverai jamais déjà, c'est pas bon déjà. Donc, tu reprends conscience de tes pensées, tu dis je vais y arriver, donc ou t'essaies de penser à rien, surtout tu dis pas j'y arriverai pas. Tu connais David Goggins ? Oui, bien sûr. Bah voilà, lui c'est un très bel exemple aussi, tu vois. Fracture ouverte, il met du scotch, il continue à courir. Ouais, non, c'est clair. Bah lui, pour moi, c'était une source d'inspiration. Quand je te dis que j'ai tout étudié, j'ai étudié tous les plus grands sportifs, mais j'en bouffais, J'ai essayé de comprendre pourquoi, que ce soit les plus grands sportifs, que ce soit tous les mecs qui ont réussi dans le cinéma, dans la musique, dans la politique, mais à un moment donné, j'entendais chez tous, même chez Michael Jackson, il marquait dans sa salle de bain en rouge à lèvres le nombre d'albums qu'il voulait vendre quand il était tout petit. Mais tous, ils ont commencé par ça, par travailler le psychisme, le subconscient. Il y en a aucun qui arrive à réaliser son rêve sans mettre ce fameux ingrédient qui manque à tout le monde, quoi. Ça va au-delà de la volonté. Tu te reprogrammes littéralement. Tu fais une reprogrammation de ton disque dur interne et tu décides de devenir qui t'as envie d'être. Et tu peux tout faire. Voilà. Donc après ça, j'ai dit ok, qu'est-ce que je veux faire ? C'était facile. J'avais épuré, j'avais enlevé tout ce qui allait pas dans ma vie. J'avais compris que le sport, quand je passais dans ce mode de méditation, que je travaillais mon mental, j'arrivais à dépasser toutes mes limites. J'ai dit qu'est-ce que je veux faire ? J'ai toujours rêvé d'aller vivre à l'étranger. Et puis j'avais mes enfants, etc. Et j'avais depuis toujours cette envie d'aller vivre à Londres, parce que c'est une ville que j'affectionne, parce qu'elle est cosmopolite, parce que c'est multiculturel, etc. Et je voulais que mes filles parlent anglais depuis leur naissance. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'en empêche au final ? Et j'avais rencontré un mec qui vit là-bas, d'ailleurs, qui m'avait dit, mais enfin, il suffit d'y aller. Mais non, mais c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué ? Rien n'est compliqué dans la vie, tu vois. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Et ces quelques paroles qu'il m'a dites là, je sais pas, c'est un déclic chez moi. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont fait des déclics comme ça. Et je suis partie, quoi. Et ça a été très vite. Alors là, j'ai trouvé mon appartement en une semaine. Parce que cet état-là que j'avais développé au sport, après, tu peux l'appliquer à tout dans la vie. C'est tellement simple. Parce que c'est aussi... c'est très simple. En réalité, il faut juste déconnecter son cerveau, des fois. Tu déprogrammes ton cerveau. Moi, je m'étais dit, je pars une semaine à Londres, je trouve un appartement une semaine. Je t'assure que tous les matins, je me reprogrammais. J'en ai peut-être visité 50, j'étais dingue. Mais j'étais sûre que j'allais partir et le trouver. Seulement le samedi matin arrive, j'ai toujours pas retrouvé l'appartement. Je dis putain, j'avais mon train à midi et tout. Et là, j'ouvre mon ordinateur et je vois une photo d'une cuisine. Je sais pas, je dis ça y est, c'est celui-là. Je l'ai senti, tu vois là. Parce que quand tu développes cet état-là méditatif, tu développes ce qu'on appelle ta guidance. Tu te reconnectes avec ton surtoi, avec ton âme en fait, qui sait les choses. Tu te reconnectes avec quelque chose qui est très profond en toi et qui t'indique la bonne direction à prendre. Ce que certains appellent l'intuition, d'autres appellent la guidance, d'autres appellent ma petite voix intérieure, ce que tu veux. Et cette petite voix, elle a jamais tort, elle a toujours raison. D'ailleurs, tu te dis toujours, mais j'aurais dû m'écouter, je savais à ce moment-là, tu vois, ou j'ai écouté cette petite voix en moi. Et tous les gens qui te disent qu'il leur sont arrivés des choses extraordinaires, c'est parce qu'elles ont écouté cette petite voix. Et ben, quand tu fais le vide à l'intérieur de toi, tu te reconnectes à cette petite voix. Et ben cette petite voix elle m'a jamais lâchée Et je peux te dire qu'à chaque fois quand je suis à J- voilà, l'appartement, je savais que j'avais mon train à midi, il était 8h, j'ouvre mon ordinateur, je vois l'appartement, je suis partie direct. J'ai géolocalisé l'adresse, je suis partie, j'ai appelé l'agence, elle m'a dit que non, on est fermé samedi. Devant l'appartement, je vois une autre pancarte avec une autre agence, j'appelle, le gars me dit j'habite à côté, j'arrive, à midi j'avais signé quoi. Enfin, c'est l'histoire de ma vie depuis, c'est-à-dire que tout dans ma vie a cette même saveur. J'arrive à faire des choses que les gens n'expliquent pas. Donc ils vont me dire t'as de la chance. Ça c'est ça c'est le leitmotiv de fou, le t'as de la chance.
Ah ouais. Mais c'est pas une question de chance, hein, franchement. Et puis j'ai tout perdu aussi. J'ai tout perdu. J'ai pas connu que des réussites. J'ai connu des moments de galère parce que la vie te teste en fait pour voir. Quand t'as découvert ça, faut pas croire qu'après tu vas gagner le million et tout, parce que c'est comme en alchimie. On pense que la quête de la pierre philosophale va t'apporter le bonheur, de transformer le mercure en or. Tu vas devenir Midas et tu vas être heureux. Bah non. Si tu penses que c'est l'argent qui va te rendre heureux, tu la trouveras jamais, ta pierre philosophale. Mais le jour où tu lâches prise sur l'or que tu vas gagner, le pouvoir et le succès, tout ce qui va avec, et que tu décides de gagner, peut-être pour être plus dans le partage, plus dans l'amour des autres, etc., comme par hasard, tu vas trouver le secret de la pierre philosophale. Donc, bien sûr que la pierre philosophale existe, encore faut-il comprendre comment la trouver. Et tant que c'est l'ego qui t'emmène dans ton envie de découvrir la pierre philosophale, tant que c'est l'ego qui te fait penser que tu veux à monter ta société pour avoir de l'argent, pour avoir du pouvoir, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu te fous le doigt dans l'œil, c'est pas ça la vie. C'est comprendre qu'en fait, il faut que ton âme soit pure et épurée d'ego pour réaliser tes rêves. Et alors le tien, tu l'as réalisé ou pas ? Ouais, parce que ça aussi, c'est une grosse bataille, l'ego. Hein. Ça aussi, hein. Évidemment, parce que moi, pareil, tu penses bien, tout à coup, tu deviens une bête en sport, tu réalises tous tes rêves, tout le monde dit « Ouais, Noémie, elle est partie à Londres toute seule avec ses enfants, incroyable courage qu'elle a. » En plus, il m'arrivait que des trucs de fou quand j'étais à Londres, vraiment, tu vois. Enfin, ma fille, elle s'est retrouvée à Buckingham Palace à jouer du piano devant la famille royale, alors que j'avais même pas les moyens de lui payer des cours de piano, qu'elle avait appris du piano toute seule sur un petit clavier devant... Parce que, évidemment, j'enseigne ça à mes enfants. Donc, mes enfants sont la preuve vivante que ça existe. Enfin, ma fille, elle a appris avec une chaîne YouTube et un petit clavier que des voisins nous avaient filé, par pitié, tu sais. Elle a appris toute seule du piano, et puis elle a donné un petit concert à son école, et puis elle s'est fait repérer, et puis j'ai reçu une lettre de l'école qui me disait, votre fille, elle est accueillie par la famille royale à Buckingham Palace pour jouer du piano, devant Kate Middleton. Tu faisais quoi à ce moment-là à Londres ? Moi, ça a été... En fait, il y a eu la Nuit Noire de l'âme à Paris, où j'ai tout décortiqué et j'ai commencé le sport de manière très, très, très aiguisée, on va dire. Et j'ai fait un tri aussi dans ma vie, parce que faut pas s'imaginer que c'était que le sport et la méditation. J'ai épuré, j'ai détoxifié littéralement mes liens relationnels, familiaux, amicaux, tous les gens qui ne m'apportaient rien. Tous les gens qui me pompaient mon énergie, mais qui ne m'apportaient rien. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu veux réaliser tes rêves et que t'as toujours cette personne qui va me dire « Non, mais attends, redescends sur terre, c'est compliqué avec tes enfants, etc. » Tous ces gens-là, je les ai virés. Et il y en a beaucoup, hein. Quand je suis arrivée à Londres, j'ai expérimenté de tout recommencer à zéro, dans un environnement que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, dans une ville que je ne connaissais pas, et de voir qui j'étais réellement. Parce qu'en fait, quand on se cherche, c'est facile de tomber sur des voisins qui te connaissent, la concierge, ton médecin, ta banquière, qui vont toujours te ramener à cette ancienne toi. Donc du coup, dès que tu vas aller voir ta banquière pour faire un crédit parce que tu montes ta société, elle va te dire « Ouais, mais ta maman, parce qu'elle connaît tes parents, elle connaît son éducation. » Puis elle va dire « Oui, enfin, je connais un petit peu votre situation familiale, vous prenez des risques. » Et elle va te faire la morale. Donc en fait, tu vois que tout ton microcosme dans lequel tu as grandi, si tu veux devenir cette personne que tu as envie d'être dans ta vie pour avancer pour toi, ces personnes-là te maintiennent prisonnier de cet ancien toi. Et tu ne peux pas avancer vers tes rêves tant que tu es prisonnier de cet ancien toi, dont tu es censé te séparer pour devenir cette nouvelle personne. C'est vraiment, c'est comme si tu devais renaître de tes cendres. C'est le phénix qui renaît de tes cendres. Et pour renaître de ces cendres, il faut déjà tout disséminer, tout brûler. Et sortir d'un contexte, d'une ville dans laquelle tu as grandi, d'un contexte familial dans lequel tu as été éduqué, voilà, les gens qui restent trop longtemps inscrits dans leur petite vie de province et qui n'avanceront jamais. Je veux dire, faut sortir. D'ailleurs, tous ces Parisiens qui sont sortis de province, c'est là où ils ont commencé à vivre pour eux, à sortir, à faire la fête, parce que dans leur petite ville de province, c'était pas possible, on les reconnaissait, etc. Donc, sortir d'un cadre, c'est hyper important. Et moi, il fallait que je parte et que je recommence tout à zéro. Donc, je me suis volontairement inscrite dans un cadre où je ne connaissais rien ni personne. Et je me suis dit, ok, on va voir qui je suis, moi, Noémie, pour quelqu'un qui ne me connaissait pas. Pour quelqu'un qui ne sait pas que j'ai travaillé 15 ans dans le luxe, parce que j'ai eu trop d'amis. Allez, 80% de mes amis, c'est parce que je travaillais dans le luxe, c'était facile, les sacs, Noémie, c'était la bonne amie qui faisait rire tout le monde, qui était de bonne compagnie. Donc en fait, on achète ta compagnie, quoi. Mais toi, est-ce qu'on t'aime pour toi ? Tu ne le sais pas, finalement. Donc le fait de recommencer ailleurs, en te présentant comme étant Noémie qui a créé sa société et qui est expat, ça change tout, parce que les gens ne te jugent pas, ils te prennent tel que tu es au moment où ils te rencontrent. Et ça, c'est génial. C'est pour ça que le voyage, c'est hyper important. Tu ne peux créer des liens intéressants dans ta vie que quand tu es en dehors de ton contexte familial, affectif, relationnel, du travail, etc. Parce que quand tu rencontres des gens à ces moments-là, ils te rencontrent toi tel que tu es.
c'est là qu'on sait comment est une personne. C'est pas, par exemple, quelqu'un tu vas à une soirée mondaine, on va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est-à-dire qu'on va te cataloguer en fonction de ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis que t'es chômeur, déjà, c'est pas bon. C'est fou. Ah, je suis directeur artistique dans telle marque. Ah, ok, je vais prendre Ah, là, tout le monde t'adore. Eh ben, pourquoi, quand tu te présentes tel que tu es toi, sans dire... Enfin, on n'est pas un travail. On ne vit pas sur cette terre pour dire « je suis mon travail ». Tu vois, je suis un être humain avant tout. Mais quand tu rencontres des gens qui ne savent rien de toi et qui ne te demandent pas qu'est-ce que tu fais, mais comment tu vas, déjà, ça change tout, et qui s'intéressent à toi pour qui tu es, c'est énorme. Et moi, Londres, ça a été ça. Ça a été essayer de me confronter à un monde que je ne connaissais pas pour voir quel genre de personnes s'intéressaient à moi et quel genre de personnes allaient me faire confiance. Et j'ai fait des rencontres absolument magnifiques. Magnifiques. Et du coup, j'ai continué ce travail d'investigation que je faisais, mais avec les autres. C'est-à-dire que j'ai commencé à coacher des personnes et à travailler de manière un peu plus profonde. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé ma société, je faisais du relooking, c'était tout ce que je savais faire, vu que j'avais travaillé dans la mode pendant des années. J'ai créé ma marque en disant, je vais faire un truc que je sais faire, c'est-à-dire habiller les gens. Donc, je faisais style enhancer, tu vois. Je suis là pour donner du style à la personne, pour l'aider à s'habiller. Un mec qui crée sa société, comment il doit s'habiller, comment il doit parler. On faisait une séance shopping, je lui donnais 2-3 tips. Et les gens m'adoraient pour ça, parce que je pense que c'est quelque chose que je sais bien faire. Et seulement, à chaque fois que je faisais ça, avec les personnes que je coachais, il se passait des déclics dans leur vie. Et ça m'a mis à la puce à l'oreille. C'est-à-dire que je m'occupe d'une personne qui est architecte, et puis elle est en transition, et puis aujourd'hui elle crée sa marque de fringues, tu vois. Ou une jeune amie à moi qui était dans l'univers médical, etc., qui aujourd'hui est comédienne, tu vois. Une autre qui vendait des prothèses auditives, qui du jour au lendemain a dit je quitte mon travail, je suis DJ. Et en fait, toutes les personnes que j'accompagnais, je savais pas si elles venaient à moi parce qu'elles étaient en phase de transition, ou si elles avaient besoin de moi pour se redécouvrir elles, mais en fait, je les aidais à accoucher de leur réelle identité, au travers l'image, finalement. Et en faisant ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable le pouvoir que j'ai, c'est-à-dire que j'arrive à amener les gens vers qui ils sont, à travers une identité visuelle, à travers la sape, le vêtement, et puis la façon de parler, de bouger. Je les emmène à être qui ils sont réellement, parce qu'ils s'oublient. Donc j'avais toute une technique de travail où j'interviewe énormément les gens, je passe beaucoup de temps avec eux, pour savoir qui ils sont, enlever tous les masques, et les amener vers une identité visuelle qui corresponde à ce qu'ils sont au fond d'eux. Et en faisant ça, je me suis aperçue qu'en fait, comme ils changeaient de vie, j'avais peut-être un truc que n'avaient pas les autres personnes qui faisaient ce que je faisais. Et puis j'ai étudié un peu plus la thérapeutique, j'ai fait un stage à Londres, et là j'ai une réelle problématique parce que il y a une femme qui est venue vers moi pour que je la coach, et cette femme, c'était pas quelqu'un qui voulait que je l'habille pour créer sa société, c'était une femme qui avait eu 20 ans de violence domestique avec un mari abusif, qui avait des enfants qui avaient été abusés par ce même mari, etc. Et là je me retrouve toute seule dans un pays que je ne connais pas, avec premier coaching, une femme qui a une vie à laquelle je n'osais même pas, que je voulais pas moi j'étais très positive, etc. Donc j'étais pas dans cette démarche d'aller voir les traumas des gens, tu vois. Eh ben non, la vie m'a testé pour voir si ce que j'avais fait sur moi, j'étais capable de l'amener aux autres. Donc là, j'ai plus développé mes compétences en matière thérapeutique pour aider les gens à gérer leurs traumas. Et du coup, j'en ai fait un cas d'école et je me suis éclatée parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ma démarche d'accompagnement allait au-delà du vêtement, allait au-delà de l'image. Ça allait vraiment vers aider les gens à renaître de leur centre, comme je t'expliquais, et se redécouvrir et apprendre à vivre. Parce qu'avant ça, ils ne faisaient qu'exister, ils ne vivaient pas. Voilà, donc ça a été salvateur. On va parler un petit peu de manga. Est-ce que tu regardes un peu, ou tu aimes, ou pas spécialement? Si, moi je m'inspire de tout, hein, donc ouais. Tu connais Naruto? Bien sûr. Ok. Ouais. Et lui, il a ce qu'on appelle un nindo. Ouais. Le nindo, c'est un code de vie, tu vois. Et la définition que j'ai trouvée sur Internet, c'est un code que chaque shinobi, donc des ninjas, s'impose et qui varie en fonction de sa personnalité, ses expériences, ses ambitions, ses croyances ou encore ses rêves. Le nindo est donc subjectif et il dépend du point de vue de chacun, que celui-ci soit moral ou non. Alors toi, quel est ton nindo? Moi, c'est plus qu'un nindo, c'est un credo. Non, mais ce que tu donnes là comme exemple, c'est fou parce que c'est quelque chose que tu retrouves chez les samouraïs. Moi qui regarde Star Wars avec mes enfants ou même Harry Potter, tu retrouves ça partout, quoi. Comprendre que l'ennemi numéro 1 de la peur, c'est l'amour.
Déjà, c'est ça. L'antidote à la peur, c'est l'amour. C'est simple. Tu retrouves ça dans toutes les religions, tu retrouves ça dans toutes les civilisations. Ça paraît stupide, mais c'est exactement ça. Déjà, comprendre ça, c'est énorme parce que du coup, la dimension humaine et la dimension de partage, elles prennent un tout autre sens. La deuxième chose, c'est travailler sur son ego. C'est-à-dire, travailler sur ses peurs, c'est bien beau, mais tu vas voir que toutes tes peurs sont des peurs inconscientes qui sont dues à ton ego. L'ego, l'ego traumatisé, c'est ce personnage, comme je te disais, ton ancien toi, qui a été victime des traumas qu'il a subis dans sa vie, de son éducation, de ce qu'on lui a mis dans la tête à l'école, ses parents, etc., ou sa société, son pays, son gouvernement, et qui pense que lui n'est que cette petite chose dans ce petit pays, dans cette petite famille, et qui est étriqué, en fait, qui allait à l'étroit dans son corps. Et le jour où tu démantèles l'ego, en fait, tu fais sauter toutes tes peurs. Tu fais sauter toutes tes peurs. Tu te rends compte qu'en fait, quand t'as la peur du manque, c'est lié à la peur de mourir, finalement, parce que c'est la peur de pas avoir d'argent. Puis la peur de l'échec, c'est la peur des autres. Donc c'est ton ego, la peur des autres, la peur du jugement des autres. D'où tu laisses la possibilité à quelqu'un d'autre que toi-même de la responsabilité de ton propre bonheur. Enfin, c'est ouf. On ne devrait pas avoir peur du jugement des autres. Jamais. Donc c'est de travailler sur ses peurs, travailler sur son ego, travailler aussi sur essayer de voir chez les autres. En fait, il y a un livre qui est génial, il s'appelle Les 4 accords Toltec. Pour moi, c'est un peu ça. Voilà, on va dire c'est ça ma base. Okay. Si t'en veux une, les 4 accords Toltec, c'est simple. Si tu les appliques quotidiennement, la réponse, elle est dans ces 4 accords Toltec, tu vois. Faire du mieux que tu peux, c'est-à-dire pas plus. C'est-à-dire tous ceux qui donnent trop aux autres, qui font trop pour les autres et qui se donnent pas assez, ils sont dans le sacrificiel, c'est pas bon. Faut toujours être dans le 50-50, donner autant aux autres qu'à soi-même, ça c'est la base. C'est ne jamais rien prendre personnellement, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors le jour où tu découvres ça, mais quoi que ce soit qu'on puisse te dire, ça n'aura pas prise. Ouais. Tu te diras en fait, la personne qui me dit ne prends pas ce risque, elle me dit ça parce qu'elle n'a jamais pris ce risque. Donc, elle voit par effet miroir ce que moi je réalise dans ma vie qu'elle n'a jamais eu le courage de faire, et ça la met tellement mal à l'aise parce que ça la met face à elle, ses échecs, ses traumas, et du coup je deviens irrespirable pour elle, et tant mieux, elle s'éloigne. Ouais. Mais c'est vrai, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est hyper important, tu vois. Ne jamais juger autrui. Le jugement, excuse-moi, c'est une catastrophe. On apprend à ne plus juger, à ne plus juger, ne plus être dans le manichéisme. Ouais. Le bien, le mal, non, tout est juste. Tout est juste. Toujours la même conclusion, tout est juste. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Et j'ai encore 2 dernières questions. On continue un petit peu dans le manga. Il y a mon film préféré de Miyazaki qui s'appelle Le Voyage de Chihiro, qui est un magnifique film. Ouais. Et il y a beaucoup de sens caché dans ce film-là. Ah, dans tous ces films à lui. Ouais, tous ces films. Ouais. Et celui-là, il m'a vraiment touché parce que je l'ai revu encore 2-3 jours, tu vois. Et déjà, quand je vois la petite qui... quand elle est... Donc, pour faire un petit synopsis du film, c'est une fille qui déménage avec ses parents. Et au bout d'un moment, ils se perdent juste à côté de chez eux. Et puis, ils traversent un tunnel. Et puis, ils se retrouvent dans un monde parallèle un peu. Ouais. Et en fait, pendant le court voyage dans la voiture du déménagement, ça dure 5 minutes, elle se plaint parce qu'elle veut pas déménager et tout. Et dès qu'ils traversent un petit peu ce monde parallèle-là, il y a ses parents qui sont transformés en porcs. Ouais. J'irai pas plus loin, mais à partir de ce moment-là, elle doit se débrouiller pour ramener ses parents et rentrer chez eux. Et elle a une capacité à aller de l'avant, à pas se plaindre, à accepter tout ce qui lui arrive et tout. Et quelque part, j'ai pensé à ce film-là par rapport à ton parcours, parce que j'arrive bien à t'identifier à cette fille-là qui a toujours su aller de l'avant, à aller au gré parfois même des circonstances, tu vois, et de se dire non, je vais faire quelque chose de fou, je vais accepter, je vais faire un travail qui me déplaît, mais que mine de rien, je vais faire ça parce que j'ai besoin de ça, je sais pas où je vais aller, je sais pas le résultat que je vais avoir, mais je vais faire ça et tout. Et je voulais vraiment parler de ce film-là parce que il m'a fait penser à toi, tout simplement. Ah bah merci, je suis flattée parce que j'adore tous ces dessins animés que je regarde souvent avec mes filles. Ouais. Et j'adore. Après, c'est sûr que, comment t'expliquer, partout où j'ai été, j'ai toujours essayé de mettre ma touche malgré tout. C'est-à-dire que même quand je voyais des situations, je travaillais pour des marques qui ne me plaisaient pas forcément et pour des institutions qui ne me plaisaient pas, j'essayais toujours de communiquer avec les vendeurs avec lesquels je travaillais. Ils se souviennent tous de moi, ils ont tous j'ai toujours marqué les gens avec lesquels j'ai travaillé parce que j'essayais de créer un lien
humain au-delà du cadre et du contexte dans lequel j'étais et d'apporter ma pierre à l'édifice. Jusqu'au jour où j'étais manager, et là, oui, j'adorais en fait amener des personnes qui n'avaient pas la chance, qui n'avaient pas eu la chance d'avoir été considérées. Je me souviens, je travaillais avec un stockiste qui était un mec du 9-3 qui était bègue. Il était génial, il s'appelait Mourad. Mourad, si tu m'écoutes. Et j'adore parce qu'il me disait, mais Noémie, t'es super, parce que moi, depuis qu'on m'a laissé cette chance-là de travailler pour une telle enseigne, aujourd'hui, je bégayais plus, quoi. Enfin, il avait une reconnaissance incroyable envers les gens qui lui avaient fait confiance de travailler dans ce cadre, qui est quand même un cadre très très fermé. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire partout où j'ai travaillé. Même si je voyais que c'était des univers étroits, limités, limitants, j'ai essayé de mettre un peu de ma touche à droite, à gauche. Et ma vie, c'est ça, quoi. C'est toujours insuffler de l'espoir, de la positivité partout où j'ai travaillé. Même si ça faisait grincer des dents mes supérieurs, mais j'ai toujours essayé de faire ça. Il faut pas avoir peur, en fait. Ouais. Faut pas avoir peur. Quand ça te semble juste et quand ça te semble bon de le faire, il faut le faire. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Dernière question. Tu connais Negmao ? Ah, bien sûr. Donc si tu devais faire le bilan un petit peu de ta vie, ça serait quoi ? Ah bah le bilan de ma vie, moi je suis ravie parce que je suis passée d'un état à l'autre en fait. Je suis passée de quelqu'un qui ne correspondait pas à qui j'étais réellement, vraiment un avatar, c'est vraiment ça, c'est Jumanji quoi. Ouais. C'est tu arrives dans cette vie, tu t'habilles dans le corps d'une personne et tu prends un rôle et en fait tu t'aperçois à un moment donné que tu portais un masque toute ta vie et le jour où le masque il tombe, t'es réellement toi. Et c'est comme si, en faisant ça, c'est comme si tu découvrais la réalité. Tu découvres en fait cette pierre philosophale, tu découvres ce qui est décrit dans tous les livres, cette quête-là dans toutes les religions de recherche de soi-même que tu peux retrouver dans le soufisme, tu vois, pour les musulmans. C'est réellement ça. Et c'est le jour où t'ôtes tous ces voiles de l'oubli que c'est comme si t'arrivais à la fin de quelque chose. En fait, j'ai l'impression d'être une vieille âme qui a vécu plein de vies et que je sais pas si c'est une métaphore ce que je suis en train de te faire ou une parabole ou une réalité, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. J'ai l'impression d'avoir vécu plein de vies, j'ai l'impression d'avoir fait des trucs horribles dans d'autres vies peut-être ou d'avoir subi des choses atroces et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'était cette vie-là que je devais mener pour faire tomber le masque de qui j'étais réellement et m'épurer de tout ce que j'ai pu faire dans cette vie et les autres vies. Comme si cette vie-là, c'était ma dernière. C'est vraiment, j'ai la sensation, d'ailleurs je pense que ce problème de ne pas se sentir incarné ici, que je te décrivais quand j'étais petite, que je me sentais pas ancrée, je me sentais pas incarnée dans cette vie, c'est parce que je devais avoir le souvenir inconscient de ce que j'étais avant d'arriver sur cette terre et que j'ai jamais été à ma place. Et que je sais qu'ici c'est qu'un passage, tu vois, vraiment. La naissance c'est une entrée, la mort c'est la sortie. Ici on est de passage. La maison c'est pas ici bas, la maison c'est après. C'était avant. Et ici on est là que pour un court instant finalement parce que la notion de temps c'est très aléatoire. On est comme un courant d'air et il faut juste mettre sa pierre à l'édifice et puis avoir l'humilité de partir. L'humilité, j'ai pas utilisé ce mot mais franchement il est hyper important. Mais vraiment j'ai l'impression d'avoir fait le tour. En fait j'ai l'impression que la boucle elle est bouclée quoi. Cool. C'est ça. Si demain je dois mourir, si ce soir je dois mourir, je suis en paix. Et qui peut dire ça ? Enfin, il y a tellement de personnes qui sont totalement frustrées de pas avoir dit aux personnes qu'elles aimaient, qu'elles les aimaient. Pas avoir pardonné, pas avoir fait les choses correctement. Mais fais les choses de ton vivant, putain. N'attends pas ta dernière heure, ton dernier souffle pour te repentir. Fais les choses maintenant, que chaque soir quand tu vas te coucher, il n'y ait pas une personne à qui t'as pas dit je t'aime, il n'y a pas une personne à qui t'as pas dit pardon, que tout soit propre, clair. Et quand le jour où t'es propre et clair comme ça dans ton âme, je peux partir comme un courant d'air, il n'y a pas de problème. En conclusion, je dirais que on entend souvent on n'a qu'une vie. Ouais. Moi, je dirais on n'a pas qu'une vie, on n'a qu'une mort. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Noémie. Je t'en prie. Avec plaisir, merci pour ton accueil et ton écoute. Avec plaisir. Franchement, et ton travail. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre si tu le veux bien ou pas? Vous pouvez me suivre sur mon Instagram My Power is My Presence et me DM si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils. Vous avez aussi l'accès à mon site internet qui porte le même nom. My Power is My Presence, ça vient vraiment du pouvoir du moment présent. C'est très important, c'est pas mon pouvoir, c'est ma présence. Ça, c'est... non, c'est présomptueux, c'est plus le pouvoir dans ma présence au moment où je te parle. Et dedans, vous avez mon mail, vous pouvez m'écrire. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Et je fais des accompagnements sur
3 à 6 mois. Je fais aussi des consultations SOS pour des personnes qui sont pas bien, des moments de leur vie où elles se posent des questions existentielles. Il y a plein de gens qui passent des nuits noires de l'âme, par exemple, et qui me trouvent par hasard sur Instagram et qui m'appellent de l'autre bout du monde, tu vois. Là, j'ai un mec super sympa, d'ailleurs, à New York, un artiste, un musicien, qui m'a appelé parce que lui traverse sa nuit noire de l'âme. Et en fait, il a juste slidé un peu il a juste été un peu dans mon Insta, il a vu 2-3 mots et s'est dit, parce qu'on se reconnaît, hein. Attention, on se reconnaît très vite entre nous. Il a vu 2-3 phrases qui ont résonné en lui, ça correspondait à ce par quoi il passait, et on a échangé sur son parcours, et je trouve ça super, quoi, que des gens du monde entier m'appellent aujourd'hui, c'est top. Donc, quelles que soient les problématiques que vous rencontriez, si vous sentez seul, si vous posez des questions existentielles et qu'il y a personne autour de vous qui vous comprend et qui n'apporte de réponse, d'éclairage, je suis là. Je suis juste un éclairage. Voilà, de 3 à 6 mois à peu près, et puis pour vous aider à prendre votre envol vers vous-même. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. Bye. Ce que je retiens, 3 choses. En 1, quand j'écoute son histoire, je comprends à quel point oser faire des choses prend beaucoup de sens intérieurement. En 2, pardonner est essentiel. Apprendre à se pardonner est primordial. En 3, pour évoluer, il faut changer d'environnement.